Bonsoir, nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. C'est la 24e heure et le tour de la planète est bouclé. Et nous sommes de retour à Paris pour cette émission de clôture. J'ai à mes côtés Laurence Hagenauer. Laurence Hagenauer, bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Vous êtes directrice adjointe des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Donc, et vous dépendez du ministère des Affaires étrangères. Absolument. Alors, j'aimerais sur ce plateau qu'on clarifie un petit peu les choses. Alors, nous avons un réseau diplomatique très important. Le réseau diplomatique français est peut-être même le plus grand au monde. Nous avons donc des consulats avec des consuls qui sont parfois généraux, qui ne sont parfois pas généraux, et qui parfois sont des consuls honoraires. Absolument. Et nous allons profiter de ce temps que nous allons passer ensemble pour que vous expliquiez aux gens qui nous regardent quel est le rôle du consul, quel est le rôle du consul honoraire. Alors, le réseau consulaire français est destiné en fait à tous les Français qui se trouvent à l'étranger. Donc les 1,6 million Français qui résident à l'étranger, les 13 millions de Français qui voyagent aussi à l'étranger tous les ans. Donc les consulats accompagnent les Français de la naissance jusqu'à la mort avec l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès également, les papiers d'identité. On peut se faire un passeport, une carte d'identité dans un consulat. Et puis aussi en cas de difficulté, si on se fait voler ses papiers, si on a besoin d'être rapatrié ou si on se trouve à être en prison, le réseau consulaire est là. Donc ça, c'est un réseau professionnel. Ce sont des gens qui sont diplomates de carrière, qui sont soit des employés expatriés venant de Paris, soit des employés locaux qui sont aussi à la base de notre réseau consulaire. Et à côté de ce réseau professionnel, nous avons le premier réseau en Europe de consuls honoraires. Donc, ce sont des personnalités qui sont bénévoles, qui sont choisies par les autorités françaises. Nous en avons 492. Donc... Ils sont en général donc délégués dans des villes où il n'y a pas... Absolument. Ils sont là pour être en proximité, Suppléés, ouais. voilà, pour être en proximité avec la communauté française. Donc, ils sont choisis parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont déjà une place, soit dans la communauté française, soit auprès d'elle, pour exercer à la fois un rôle d'influence pour la France, mais également de l'assistance aux Français. Donc, ce sont des consuls honoraires. Ils sont prévus par la Convention de Vienne de 1963, mais ils n'ont pas toutes les capacités et toutes les compétences d'un consulat dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec un consul honoraire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais on peut, par exemple, les Français peuvent déjà venir chercher un passeport auprès d'un consul honoraire. C'est-à-dire qu'il va être fait au consulat général. Absolument. Et le consul honoraire va servir un peu pas de boîte aux lettres, mais enfin de transmission. De transmission. Il s'agit d'un service de proximité, en fait. Donc, le consul honoraire est là aussi pour prêter assistance aux Français qui pourraient être en difficulté, là, de la même façon, avec les moyens qu'il aura, qui seront moins importants, mais qu'un consul. Donc, les consuls honoraires sont très importants pour nous. Ils sont déployés partout dans le monde. Vous étiez tout à l'heure aux États-Unis. Nous avons 56 consuls honoraires aux États-Unis. Nous avons plus de 15 au Mexique, où vous étiez également. Donc, c'est un réseau qui est extrêmement important et qui permet aux Français de trouver une écoute, de trouver... plus près qu'un consulat général ou qu'un consulat qui est en capitale ou dans une grande ville, de trouver quelqu'un qui pourra l'aider ou qui pourra le conseiller. Ce ne sont pas des diplomates. Ce ne sont pas des diplomates, ce sont des personnalités françaises ou locales ou double nationales qui exercent leurs fonctions à titre bénévole. Et ce ne sont pas des élus. Et ce ne sont pas des élus non plus. Est-ce qu'il y a une durée de contrat, entre guillemets, ou de mission ? Non. Non. Il y a pour l'instant une limite d'âge. Bon, on est en train de travailler à la fois sur ce point et également sur la possibilité de donner de nouvelles attributions aux consuls honoraires avec des contraintes budgétaires, avec des contraintes dans certains pays. D'abord, tous les pays ne reconnaissent pas les consuls honoraires. Mais ce que nous voulons essayer de faire, c'est de permettre aux Français d'avoir accès aux consuls honoraires et d'avoir accès à des services de façon plus étendue. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Madame Hagenauer. Merci, bonsoir. Au revoir. On va faire une pause et on va se retrouver tout de suite après avec Philippe Sanson qui est directeur du CLES.
Donc de retour sur le plateau des 24 heures chrono de la 24e émission. J'ai à mes côtés Philippe Sanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CLES. Alors le CLES, c'est donc le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale. Et vous êtes arrivé il y a 15 jours en poste. Exact. Alors tout de suite, la question que je vais vous poser pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'est le CLES et quelles sont ses actions et quel est son rôle? Alors le CLES, c'est ce qu'on appelle un établissement public, et en l'occurrence, c'est un établissement public qui est un organisme de liaison, comme vous l'avez dit, avec les organismes de sécurité sociale, ce qui est un peu particulier, parce qu'habituellement, on est établissement public au service uniquement des pouvoirs publics, dans les ministères. Là, on est organisme de liaison des organismes de sécurité sociale, et on a une compétence, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, très très large. Une compétence sur l'ensemble des régimes de sécurité sociale, c'est-à-dire aussi bien les salariés, mais les indépendants et les agricoles. Ça, c'est la première chose qu'il faut le retenir, c'est un périmètre très large de compétences. Et deuxième caractéristique, on couvre tous les risques, tout type de prestations, que ça soit en matière de santé, de prestations familiales et de pension de vieillesse. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques. D'ailleurs, on est le seul État à s'être doté d'une telle structure ou Oui. guichet unique. Vous n'avez pas d'homologue quelque part dans un autre pays, hein? Non. Effectivement, qui couvre l'ensemble de ces prestations et de ces régimes. Alors, qui servez-vous quelque part? Alors, on sert comme établissement public, et comme on l'a dit, et vous l'avez dit, organisme de liaison des liaisons entre les organismes de sécurité sociale, on sert les organismes de sécurité sociale. Mais finalement, au bénéfice avons, de l'individu. Mais évidemment, c'est au bénéfice des droits que peuvent faire valoir les individus. Les individus, c'est-à-dire les Français qui partent effectivement à l'étranger, mais les étrangers qui viennent aussi en France. Et quand je parle des étrangers, ça peut être aussi leur ayant droit, puisqu'ils peuvent avoir droit effectivement aux prestations familiales. Donc on couvre ce champ très très large de tout type de prestations. Alors en quoi pouvez-vous être utile, par exemple, à un particulier français de l'étranger? À quel moment il va vous contacter? Et d'ailleurs, vous contacte-t-il? Alors, il nous contacte, oui, soit directement par téléphone. On a des permanences téléphoniques, on a en moyenne 1300 appels par mois, sans compter les contacts directs qui peuvent se nouer avec les collaborateurs, mais c'est en passant par le Pour standard. des histoires de retraite Alors, c'est des histoires de pension de retraite. Vous avez une personne qui a travaillé en France, qui a pris sa retraite et qui est partie dans un pays autre, en dehors, par exemple. C'est le dernier courrier, vous plaisantez, mais c'est vrai. Oui, mais c'est et qui nous dit, j'ai du mal à obtenir mon droit à pension pour une période d'activité en Grèce. Et donc, il nous envoie des bulletins de salaire grecs. Bon. Et là, il faut essayer de voir quel est l'organisme. Les traducteurs, on a ce service-là, puisqu'on a un très gros service de traduction. On couvre 11 langues en interne. D'accord. Mais on peut traduire toute autre langue. Et là, on a des marchés de traduction, si vous voulez. Mais on peut traduire des documents, même si c'est très rare, en thaïlandais ou dans des langues plus rares. Je prenais cet exemple-là parce que c'est pas très fréquent. Mais donc, on fait ces traductions-là. Donc ça veut dire que quand on est français de l'étranger, si on a un problème en termes de protection sociale, d'assurance vieillesse, parce qu'on a bougé, parce qu'on est allé d'un point A à un point B et après d'un point C, on peut contacter effectivement le CLES qui va nous apporter des éléments de réponse. On va apporter des éléments de réponse au moins sur le droit applicable. Voilà. Et si la personne n'a pas pu trouver vraiment le gestionnaire, en l'occurrence, savoir si c'est une caisse primaire ou telle caisse primaire ou telle caisse, on va l'aider, on va contacter les organismes. On peut contacter aussi des organismes de sécurité sociale étrangers pour essayer vraiment de débrouiller, entre guillemets, de trouver les solutions pour ne pas laisser des Français qui seraient comme ça dans l'interrogation. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Simplement, on va le dire parce qu'on n'avait pas dit, vos actions, très souvent, c'est de mettre en place des conventions bilatérales entre la France et des pays, mais pas forcément en Europe, ça peut être en Chine ou... Alors, nous avons effectivement actuellement 34 conventions, ce qu'on appelle bilatérales. Et là, c'est à la demande, je dirais, souvent des pays. Alors, on a des conventions historiques, par exemple, avec les pays du Maghreb. Bon, en matière de sécurité sociale, on a... Et donc, excusez-moi, je vous interromps, mais à quoi servent-elles ces conventions ? Alors, elles servent à régler toute une série de questions qui peut être simplement
où est-ce que les cotisations sont payées, mais ça peut aller beaucoup plus loin sur tel ou tel domaine en matière de prestations santé ou de pension de vieillesse. Donc là, ça dépend. Il n'y a pas, alors qu'au niveau européen, il y a des grands principes qui couvrent l'ensemble des droits, des principes de non-discrimination et de préservation des droits. Les conventions bilatérales, là, ça peut être très différent, sur les droits prévus. C'est toujours personnalisé par rapport au pays à la demande, quoi. Oui, toujours. D'accord, très bien. Mais écoutez, j'espère que ceux qui nous ont écoutés n'hésiteront pas à contacter le CLES s'ils ont des problèmes. Merci. Vous m'avez confié une petite brochure et en zoomant dans le bas, on va pouvoir voir l'adresse du CLES. Oui, alors qui est connu, mais qui gagne encore sans doute à être connu. Voilà. Merci. Très bien. On va faire une pause et après, je vais accueillir deux invités et nous allons parler de l'interculturel et de son importance dans le cadre de négociations, voire même de distribution dans certains pays. Merci, Monsieur Sanson. Alors, nous sommes sur le plateau de TV5 Monde pour cette dernière émission des 24 heures chrono de l'International. J'accueille de nouveaux invités. Patricia Keltner-Montvernay, vous êtes déléguée générale et responsable du service juridique de l'APAC. L'APAC, c'est l'Association professionnelle des agents commerciaux. Tout à fait. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Marc Verger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Berlitz France SAS. Exact. Voilà. Alors, on l'a vu, on a traversé 24 pays durant ces 24 heures, 24 villes, et à chaque fois, dans chaque ville, on s'est aperçu qu'il était important de comprendre la culture d'un pays pour pouvoir s'y développer, de comprendre comment il fonctionne, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, j'aimerais, Patricia, qu'on évoque tout de suite l'intérêt de distribuer ces produits dans un pays avec des locaux, oui. Des agents locaux. Oui. Je pense qu'effectivement, ça devrait être un passage obligé. Un réflexe. Un réflexe. Parce que pour pénétrer un marché, par définition, il faut pouvoir le connaître. Il faut connaître dans un pays les habitudes d'achat, les réseaux, les spécificités. On ne va pas fonctionner dans un pays comme dans un autre. Et les habitudes d'achat ne vont pas être les mêmes. Les réflexes économiques ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, à partir du moment où on veut pénétrer un marché ou développer celui-ci, ceci implique de travailler avec quelqu'un qui a la totale maîtrise, de par ses compétences, du marché que l'on souhaite pénétrer. Et du réseau. Et du réseau. Tout à fait. Marc Verger, c'est un peu une des activités de Berlitz, puisqu'en fait, vous avez 3 activités, l'interculturel, le linguistique et le management. Alors, en ce qui concerne justement cette activité interculturelle, il vous arrive, bien entendu, de donner des formations à des personnes qui vont aller monter des business à l'étranger,
en quoi elles vont consister et quelles sont comment dire, les preuves, entre guillemets, que vous avez que ça fonctionne. Je crois que c'est peut-être un deuxième passage obligé, pour reprendre les termes utilisés précédemment. Et ça peut être un très bon complément, lui aussi indispensable pour une implantation à l'étranger. Que l'on s'appuie sur des partenaires locaux, c'est très bien. Maintenant, faut-il encore que le salarié, l'entrepreneur, puisse aussi lui-même déchiffrer, décrypter la culture du pays pour y vivre, pour y travailler, que ce soit lui négocier, pour manager, mais que ce soit lui ou également le conjoint, les enfants. Il y a 3 populations que l'on peut également viser sur les formations interculturelles. Qu'on va accompagner en fait culturellement dans leur parcours. Voilà, bon, il est vrai que le salarié ou l'entrepreneur, on va l'aider à négocier, on va l'aider à manager, à décrypter en fait en quoi la culture va influencer un certain nombre d'actes managériaux. Maintenant, il faut aussi aider le conjoint et les enfants qui sont encore très souvent oubliés par nombre d'entreprises dans le cas d'expatriation, même d'implantation définitive. C'est vrai. En quoi ça consiste une formation interculturelle? Comment ça se déroule? Bien, première chose, c'est déjà comprendre sa propre culture. En gros, français, ça veut dire quoi? Savoir qui on est. Qui on est, qui nous sommes, se regarder et en quoi bien la culture française peut impacter nos actes, nos décisions. Et derrière ça, c'est aussi comprendre la culture de l'autre et voir le différentiel et comment je vais pouvoir m'adapter. Et il y a certainement un travail d'adaptation à faire des deux côtés, puisque on va travailler sur la relation avec la hiérarchie, la relation avec le temps, l'espace, voir que certaines cultures sont plutôt individualistes, d'autres plutôt collectivistes, et tout ceci a un impact fort sur nombre d'actes managériaux et commerciaux, et entre autres les négociations. Vous avez donc votre association a un rayonnement mondial. Absolument. Vous avez combien d'agents en tout et dans combien de pays? Alors, il y a des agents, en fait, dans tous les pays. Il y a des agents dans tous les pays. En France, nous avons eu la chance d'avoir une directive européenne. Donc, il y a une transposition de cette directive dans les différents États membres. Et tout à l'heure, nous parlions des États-Unis. Sur les 50 États des États-Unis, il y a 30 États dans lesquels il y a une législation qui concerne les agents commerciaux. Donc, c'est une profession reconnue, réglementée. C'est une profession qui ouvre des opportunités extraordinaires pour les entreprises, dans la mesure où l'agent commercial intervenant en qualité, étant mandaté par les entreprises, en fait, il va être rémunéré en fonction du chiffre d'affaires qu'il va développer pour les entreprises. Donc, il a un coût, si je puis dire, au départ, relativement neutre, puisque sa rémunération va être uniquement sur le chiffre d'affaires qu'il va générer. Donc, il y a une motivation très importante et c'est vraiment, c'est du gagnant-gagnant, en fait, pour et l'entreprise et l'agent. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui font appel à vos compétences. Le statut d'agent commercial, on dit c'est un statut moderne, entre guillemets, dans la mesure où aujourd'hui il répond à une préoccupation de nombreuses entreprises. Quand on pense qu'aujourd'hui en France il y a de nombreuses entreprises, je crois que c'est 1 sur 5 qui n'a pas de réseau commercial. C'est quand même extraordinaire. Donc il y a une opportunité fabuleuse pour les deux. Oui, tout à fait. Alors, Berlitz a aussi une autre activité, qui est la formation linguistique. Alors, Berlitz, je crois que vous avez 550 centres dans le monde. Dans le monde, 550 centres dans plus de 70 pays aujourd'hui. Et on a aussi et surtout, lorsqu'on parle de l'aspect linguistique, mais même aussi interculturel, une capacité distancielle à former, on va dire, 24 heures sur 7 toute l'année, et ce, dans jusqu'à 25 langues, puisque nous formons en moyenne en France chaque année dans 25 langues différentes. Vous formez à peu près combien de personnes par an? Vous avez un chiffre ou... Un chiffre, c'est, on va dire, 15-20 000 personnes en France. Et le nombre de stagiaires depuis de nombreuses années pour Berlitz au monde se compte en plusieurs millions. Il nous reste très peu de temps, mais en termes de management, donc quels sont les services que vous proposez dans la branche management? Dans la branche management, ça va être essentiellement de travailler sur tout ce qui est prise de parole en public, conduite de réunion, management, leadership, également appréhender la diversité. Et dans tous ces domaines-là, on va toujours intégrer une notion interculturelle et voir en quoi la culture des autres peut influencer ou devrait influencer en tous les cas notre mode d'action sur le terrain. En tout cas, ça a été prouvé pendant ces 24 heures. On s'est bien aperçu que c'était assez essentiel, je crois, que ce soit pour s'intégrer ou pour réussir dans le
le business. Donc 2 leçons. Quand on veut distribuer ses produits à l'étranger, on prend un agent commercial local parce qu'on pénétrera le réseau. Et puis on va chez Berlitz apprendre la langue ou suivre une formation interculturelle. Ou les deux. Ou les deux. Voilà. Merci à vous deux en tout cas. Merci. On fait une pause et on se retrouve après pour un autre sujet qui va là toucher les visas pour venir en France. À tout de suite. Pour cette 24e émission, j'accueille à mes côtés Delphine Martin. Vous êtes consultant senior immigration au cabinet d'avocat Karl Waïd et on va parler ensemble des visas pour les étrangers qui souhaitent venir en France puisque cette émission est consacrée à Paris. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Notre cabinet d'avocats est spécialisé effectivement dans l'accompagnement, notamment des obtentions d'autorisation de travail, visa et titre de séjour pour les étrangers qui viennent s'installer en France, mais également pour les Français qui souhaitent partir à l'étranger et avoir besoin d'une assistance dans ce cadre-là. Alors là, pour cette émission spécifiquement, on va plutôt parler donc des étrangers qui viennent à Paris et notamment de la mise en place du guichet unique à Paris. Ah voilà, comme nous sommes focalisés sur Paris, nous allons parler du guichet unique qui a facilité, donc qui a été implémenté dans 8 départements, dont Paris et les Hauts-de-Seine. Depuis quand, en fait ? Les modalités, ça a commencé petit à petit par plusieurs procédures, donc salariés en mission dès 2010, puis ça s'est étendu en fait à différentes procédures d'immigration professionnelle pour avoir une version finalisée en 2012 dans ces 8 départements. Et qui concerne essentiellement donc des procédures d'immigration professionnelle où la situation de l'emploi n'est pas opposable, qui concerne donc les salariés en mission avec les transferts intra-groupes, donc des salariés qui viennent dans le cadre d'une mission temporaire, soit sous un statut de détaché ou salarié, mais également les travailleurs hautement qualifiés et la procédure de carte bleue européenne qui a permis, suite à la transposition de la directive européenne, de faciliter la mobilité des travailleurs hautement qualifiés au sein de l'UE. Je m'excuse d'interrompre, mais ce guichet unique, il facilite la vie à qui ? Alors, il facilite la vie notamment aux employeurs, mais également aux étrangers qui viennent en France, puisque l'objectif, quand on parle de guichet unique, c'est donc l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va centraliser les différentes demandes. Puisque dans la chronologie d'un dossier, vous allez faire une demande d'autorisation de travail. L'OFI, voilà, exactement, et ancienne ANAM. Oui. Vous allez donc déposer une demande d'autorisation de travail, puis ensuite, une fois que l'autorisation de travail aura été acceptée, l'accord de visa part au consulat, où vous allez déposer votre demande de visa, et entrer en France avec votre visa long séjour, vous allez faire une demande de titre de séjour. Il y avait différentes administrations concernées, comme la direction du travail, l'OFII avec le passage notamment de la visite médicale et les envois d'accords de visa, et le consulat. Et l'OFII agit comme un organisme centralisateur. Vous déposez votre demande auprès de l'OFII qui ensuite dispatche aux différentes administrations et permet de faciliter que ce soit dans les délais de traitement, mais également dans la coordination. Vous n'avez plus qu'un interlocuteur pour nous, par exemple, qui assistons les grandes entreprises dans ces transferts
Ça de vous fait main-d'œuvre. un lieu où aller. Ça nous fait un seul contact, avec plus de transparence également de la part de Ça l'OFII. accélère les procédures. Ça accélère les procédures. Alors, on reste sur Paris, c'est effectivement assez rapide. On est sur, à partir du moment où on dépose une demande, notamment sur les procédures salariés en mission ou carte bleue européenne, on est sur des délais de 4 à 6 semaines avant que l'accord de visa parte au consulat. Et puis ensuite, vous avez la démarche de la demande de titre de séjour qui a longtemps été problématique pour les étrangers parce que ça a impliqué un déplacement notamment en préfecture qui peut être contraignant. Enfin voilà, l'administration française fait que parfois ça peut être compliqué. Oui, et là, c'était la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est compliqué en fait toutes ces démarches? ça peut l'être parce qu'il y a la barrière de la langue et le personnel administratif ne parle pas forcément cette langue-là. Et puis certaines exigences en matière de documents qui peuvent être contraignants. Également les délais qui sont problématiques. Je pense notamment aux nationalités pour lesquelles une fois que le visa expire, le visa long séjour est généralement d'une durée de 3 mois, pendant lesquels vous devez, une fois que vous arrivez en France, faire les démarches pour obtenir un titre de séjour. Et si celui-ci n'est pas prêt à l'expiration de votre visa, vous êtes, entre guillemets, coincé en France, puisque vous ne pourrez pas revenir. Il vous faut soit un visa, soit un titre de séjour pour être mobile. Donc c'est vrai que l'OFII a permis, avec cette implantation du guichet unique, d'accélérer cette partie-là et de permettre d'éviter ces périodes qu'on avait où certains étrangers, je pense notamment aux nationalités indiennes, chinoises, qui peuvent venir travailler en France pour certaines périodes, d'être bloqués. C'est vrai que d'avoir un seul référent, ça nous a facilité la vie et ça a permis de réduire les délais. Bonne nouvelle donc pour les étrangers qui doivent... Bonne nouvelle. Il faut dire que la France était assez en avance pour ce qui est des lois qui ont été prises en matière d'immigration professionnelle et je pense au transfert intragroupe, la mise en place de la loi sur les salariés en mission dès 2006 et son implantation a permis de faciliter ces transferts-là. Et oui, on peut dire que l'immigration professionnelle fonctionne plutôt bien. Après, d'un département à un autre, à Paris, ça se passe très bien. Il y a des départements où ça peut être plus long, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif. Et les 8 départements choisis correspondent aussi à des centres très actifs en matière de sociétés étrangères. Voilà. Oui. Centres de production, enfin voilà, les villes comme Toulouse, Lyon. Les grandes métropoles voilà, puis la région parisienne. Voilà, tout à fait, ont été Très concernés bien. par ce dispositif. Parfait. Merci pour cette information. Je vous en prie. On va rester dans le sujet en fait des étrangers qui viennent à Paris dans le prochain plateau. Juste après la pause, on va évoquer le marché de l'immobilier justement pour ces investisseurs étrangers qui viennent à Paris. À tout de suite. Dernier plateau de cette dernière émission des 24 heures chrono de l'International. Nous allons évoquer un sujet sur l'immobilier à Paris, celui qui concerne les investisseurs étrangers. J'ai à mes côtés pour en parler Thibaut de Saint-Vincent. Vous êtes président de Barnes International. Barnes International, c'est donc 30 agences immobilières dans le monde. C'est un réseau d'agences immobilières dans le monde.
plutôt dans le domaine du luxe. Voilà, plutôt dans le domaine du haut de gamme. Donc nous avons 15 agences en France, principalement à Paris, et puis les lieux de villégiature internationaux comme Biarritz, Cannes, les belles destinations. Et puis nous avons 8 agences en Suisse, donc Genève, Lausanne, Montreux, mais également à la montagne, à Caen notamment. Nous sommes également aux États-Unis, à New York et Miami, dans les Caraïbes, à Saint-Barth. Et nous avons donc un bureau à Moscou et des représentations en Asie et au Moyen-Orient. Et une agence à Neuilly, puisqu'on va parler justement... Et une agence à Neuilly également. Voilà. J'ai également à mes côtés Philippe Gauhaut. Vous êtes président de la Société de banque et d'expansion. Merci d'être avec nous ce soir. Également. Alors, Thibaut de Saint-Vincent, si on pouvait donc... On va planter le décor. Alors, qu'en est-il du marché de l'immobilier avec ces investisseurs étrangers à Paris et dans sa région? Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché de l'immobilier haut de gamme international se porte très bien, avec cette masse monétaire qui a enrichi davantage, on va dire, les grandes fortunes mondiales qui investissent prioritairement dans l'immobilier haut de gamme. Alors dans ce contexte, c'est vrai que ce qu'on le constate récemment, c'est que Paris a fait du surplace, voire pour les biens au-delà de 2 millions d'euros, les prix ont même baissé avec une demande... 20%, oui, de l'ordre de 20%. Tandis que les autres capitales, notamment Londres, qui a monté de 11%, New York, qui a monté de 13%, ont continué à monter. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'en 2009, donc il y a 4 ans, on avait New York qui était 10% moins cher que Paris, Londres qui était 20% plus cher que Paris. 4 ans plus tard, en 2013, nous sommes donc à Londres 2,2 fois plus cher que Paris, avec un prix moyen du mètre carré de 20 000 euros, alors qu'on est à 8 000 à Paris. Et à New York, nous sommes 1,7 fois plus cher. Comment on explique ça ? Bien, en fait, toutes ces capitales ont continué à bien attirer les clients internationaux, et notamment, ce sont d'un point de vue économique en Angleterre comme aux États-Unis. Bon, la reprise est là. En France, il y a à la fois l'économie qui tarde à reprendre, et puis également la fiscalité qui est extrêmement contraignante. On a des taux qui peuvent atteindre, pour les plus fortunés, 62,2% pour l'imposition des plus-values, contre 18% en Grande-Bretagne, voire 0% aux États-Unis. Lorsque vous rachetez un bien dans les 6 mois de la vente, vous êtes exonéré totalement de l'imposition des plus-values. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'aujourd'hui, la France attire un peu moins. Mais ça veut aussi dire, si je peux me permettre, que c'est peut-être aussi l'occasion d'investir à Paris, parce qu'il n'y a jamais eu autant de biens de qualité. Et finalement, si tout est relatif, mais si on compare avec les autres villes internationales, à des prix relativement bon marché. Donc c'est à Paris qu'il faut aller faire des affaires là en ce moment. Alors là, il faut, pas sur le court terme, puisque effectivement la fiscalité n'est a priori pas près de changer dans les mois à venir, mais il est vrai que sur le moyen long terme, c'est certainement une... Quelles sont les nationalités alors qui parmi celles qui continuent à venir, qui sont les plus présentes? Alors cette année, ce qu'on a constaté, c'est que effectivement les Européens sont beaucoup plus absents que les années précédentes. Maintenant, les Russes sont toujours là. On a fait au-delà de 5 millions d'euros, nous avons fait 30% de nos ventes à des gens du Moyen-Orient, mais également du Liban, ou des pays qui ont connu quelques difficultés, notamment la Tunisie, la Turquie. On a eu quand même quelques... Venezuela peut-être voilà. aussi. Alors on a également une clientèle d'Amérique du Sud. Les Brésiliens seront toujours très présents. Et puis on a eu une petite clientèle asiatique, et les Russes, faut le dire également, sont également encore présents. Une question, tous ces étrangers, vous ne faites pas que de la vente, vous faites aussi du locatif? Voilà, alors on fait de la location vide ou meublée, et notamment on travaille beaucoup avec la clientèle des sociétés multinationales qui logent donc une clientèle d'expatriés. Des cadres internationaux. Et ça, c'est aujourd'hui, les prix sont relativement raisonnables aussi. Un exemple?
Alors finalement, on est plus ou moins entre 25 et 30 euros du mètre carré à la location. Mais dans un beau quartier. Dans un beau quartier, avec là aujourd'hui une offre d'appartements meublés qui est très importante, avec des appartements de grande qualité, parce qu'on s'aperçoit finalement que la demande de ces sociétés est moindre qu'auparavant. Il y a moins d'expatriés de cadres de sociétés multinationales qui s'installent actuellement en France que ça pouvait l'être il y a 2-3 ans. Alors ces cadres, quand ils arrivent et qu'ils veulent louer un bien, y a-t-il une difficulté majeure qu'ils rencontrent ? Oui, alors la principale des difficultés qui revient souvent, c'est les problèmes de garantie. Parce que, alors dans certains cas, c'est la société qui prend le bail à son nom. Dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté. Mais lorsque, et c'est souvent le cas, la société ne souhaite pas prendre le bail à son nom et que donc on a le cadre qui va prendre le bail à son nom, se pose souvent un problème de garantie car les propriétaires sont de plus en plus difficiles. Ils ne connaissent pas forcément cette clientèle de cadres expatriés. Et puis la loi protège les locataires. Alors effectivement, pourquoi ils sont difficiles ? Parce que la loi, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons notamment, les protège de manière relativement excessive. Aux États-Unis, en Angleterre, un locataire qui ne paye pas son loyer, en 2 mois, il est obligé de partir. Oui. En France, il faut compter 2 ans, voire davantage, ce qui fait que les propriétaires sont obligés de prendre les plus grandes garanties. Alors, ils vont demander des cautions bancaires le plus souvent, ce qui n'est parfois pas évident quand on a un loyer qui peut parfois être, quand on a des familles nombreuses, de 3 000, de 4 000 euros par mois. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau Philippe Gohault, qui, lui, a la réponse à ce genre de problématique. Oui, alors effectivement, un des services que l'on a mis à disposition du personnel étranger, des groupes français ou des groupes internationaux, c'est la caution locative. Alors, pourquoi avoir fait cette démarche ? Parce que, comme nous le disait Thibault de Saint-Vincent, le premier besoin d'un cadre étranger lorsqu'il arrive à Paris, c'est un logement et des moyens de paiement. Alors, je reviendrai peut-être sur le deuxième aspect tout à l'heure, mais pour trouver un logement, aujourd'hui, compte tenu de la pression locative, compte tenu de la relative méfiance ou défiance que peuvent avoir les propriétaires ou leurs représentants, telle qu'elle est faite, et de par la loi, il faut apporter des garanties. Donc, notre banque, bien sûr, fait de la caution. Vous savez, c'est un vieux métier dans la banque, la caution. Mais ce qui est important, c'est pas si courant parce que vous n'êtes pas si nombreux à le faire. Nous ne sommes pas si nombreux que cela, mais ce qui est important dans l'activité de caution, c'est d'être très rapide. Comme vous le savez, lorsque vous avez trouvé un appartement ou une maison qui vous plaît, ça peut jouer en 24 heures. Ça se joue en 24 heures. Donc il faut que votre banque, que la banque soit réactive. Je vais employer un terme relativement trivial, qu'elle dégaine très vite. C'est-à-dire que l'acte de cautionnement, qui est le document qui fera foi de l'engagement de la banque envers son client, soit disponible. Et vous y arrivez. Et nous, ça fait partie, comme c'est un besoin, c'est le besoin de nos clients, eh bien on met tout en œuvre pour le faire. Il faut travailler, comme on dit, on travaille les process. Je pense que ça serait bien pour nos auditeurs que vous expliquiez un petit peu comment travaille la SBE, parce que vous avez un mode d'implantation qui est assez atypique. Oui, tout à fait. Nous sommes une banque un petit peu non conventionnelle. Notre particularité, c'est que depuis 25 ans, nous apportons un service de banque au personnel des grands groupes, et notamment des grands groupes internationaux. Ces services, nous les délivrons dans une très large mesure à l'intérieur des quartiers généraux, des centres de recherche, voire de certaines usines. Ce qui est effectivement ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que ces groupes ont développé en quelque sorte un brassage international de leur management, et nous avons vu arriver depuis déjà plusieurs années, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de cadres étrangers à Paris, dans la région parisienne. Vous avez beaucoup d'impatriés. Beaucoup d'impatriés, des nationalités diverses. On voit, on a fait
à la Société de banque et d'expansion, à la SBE, on a fait quasiment le tour de la planète. On connaît toutes les nationalités. Et la particularité de notre service, c'est, je dirais, le sur-mesure, la disponibilité, surtout l'accompagnement, parce que, bien sûr, nous visons, pour les groupes qui font venir des cadres, nous visons une mise en opérationnalité rapide. C'est important d'avoir rapidement un compte, rapidement un logement pour pouvoir travailler, parce que c'est la raison pour laquelle les cadres viennent vous dans les la aidez région. aussi, mais il faut aussi leur donner du confort et qu'ils trouvent, qu'ils trouvent satisfaction dans notre pays. Il faut que nous soyons attractifs. La France a besoin d'être un pays attractif. Donc, nous donnons bien sûr de l'importance aux offres. C'est pour ça que nous mettons la caution en avant. Nous mettons de l'importance à la rapidité, à la réactivité, mais aussi à l'accompagnement. Parce qu'il ne s'agit pas de jeter les clés du compte sur un coin de table. Il faut aussi expliquer comment les choses fonctionnent dans notre pays. Tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes bancaires, n'ont pas les mêmes us et coutumes. Alors, nous expliquons, nous donnons des brochures et nos équipes sont disponibles. Elles parlent anglais. Pour nous, c'est un point important. C'est la langue de travail. Et nous mettons un point d'honneur, mais aussi un point d'efficacité à faire en sorte que nos équipes soient à l'aise dans cette langue internationale de travail. Quand justement vous avez des clients comme ça étrangers qui veulent louer un bien, ils ont déjà une banque, ils sont déjà bien... non, parfois ils viennent, on va dire, en prospection avant de s'installer avec leur famille, et donc il faut faire toutes les démarches. Ça fait partie de notre rôle justement de les accompagner, pas que sur la recherche d'un bien immobilier, mais également de leur permettre de rencontrer nos partenaires, dont la SBE, pour pouvoir les accompagner. Ça peut être sur ce point de caution. On a même maintenant de très bonnes relations avec différentes écoles, notamment par exemple la British School de Paris, où on a aidé à plusieurs inscriptions. Ça peut aller sur des problèmes d'assurance. Voilà, c'est très complet parce qu'effectivement, l'expatrié qui arrive a besoin qu'on l'accompagne dans toutes ces démarches qui peuvent s'avérer un parcours du combattant s'il n'est pas directement orienté vers les bonnes personnes, comme monsieur. Tout à fait. Alors, Philippe Gau, vous vous intéressez beaucoup donc au confort des impatriés, à leur vie, à leur accompagnement, et vous êtes sponsor d'une enquête que nous sommes en train de conduire. Vous êtes partenaire de cette enquête avec Paris 21, qui est une web TV destinée aux étrangers qui viennent à Paris et qui existe en 7 langues. Et donc cette enquête s'appelle Expatriates in France, Tell us about your life. Et on va voir les résultats imminemment sous peu. L'idée étant donc d'interroger tous ces cadres internationaux qui travaillent en France pour savoir ce qu'ils vivent dans notre pays, ce qu'ils jugent être facile à vivre, ce qu'ils disent être des difficultés. Et on va savoir tout ça fin janvier, je pense. Et ça va être une découverte. Oui, tout à fait. Et je veux dire, nous avons le plaisir donc d'être à vos côtés pour la conduite de cette enquête, et nous espérons en faire en quelque sorte notre miel, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être un pays attractif. Il faut savoir accueillir, savoir prendre en charge. Donc, ça passe bien entendu par une phase d'écoute. Il faut se mettre à l'écoute de l'ensemble des remarques, des besoins, des difficultés rencontrées. C'est une démarche, je dirais que c'est une démarche de base. On en saura il était temps que cette enquête se fasse. Oui, et on en saura plus aussi sur la façon dont nous sommes perçus par ces gens qui viennent en France. Messieurs, merci. L'émission se conclut et les 24 heures chrono de l'International aussi. Voilà, pour tous ceux qui nous ont suivis, merci. On a découvert énormément de choses. On a découvert 24 villes dans 24 pays. À l'année prochaine et bonne nuit.